Jaco de Saint-Phal, par exemple, le frère de Niki de Saint-Phal. Il y avait Roland de la Poipe. Il y avait Monsieur. Cet avion est une réplique à l'identique du Junkers F-13, qui est un avion de ligne imaginé par Hugo Junkers immédiatement après la Première Guerre mondiale. Hugo Junkers était un personnage fondé. Fieseler était une petite firme avant la guerre, petite, mais elle a grandi. Et Fieseler appartenait à Gerhard Fieseler, qui était un des grands pilotes d'acrobatie allemands. Aujourd'hui, on appelle ça la voltige aérienne. À l'époque, on appelait ça de l'acrobatie aérienne. Et dans les meetings aériens, eh bien, rivaliser est à mieux combattre au sol. Cet avion avait été surnommé la cigogne, Storch. La cigogne parce qu'il a des longues pattes. Vous voyez, son train d'atterrissage est interminable, il est longiligne. D'ailleurs, quand il se pose, il est amorti d'une manière très étrange, ce Storch, aux couleurs allemandes, et nous démontre qu'un Storch, ça vole à la vitesse d'un vélo électrique lorsque le courant ne passe plus. L'aviation allemande des années passées dans toutes les directions possibles et imaginables. Avec le Storch, l'aviation allemande a exploré les problèmes aérodynamiques posés par le vol lent, voire très lent, voire tellement lent que face au vent on n'a plus de vitesse. Et puis en matière de structure aéronautique, le Ju-52, ce superbe trimoteur, a donc largement démontré qu'on pouvait faire des avions en métal et les faire néanmoins terriblement solides et légers. Et puis le petit monomoteur qui est derrière Messerschmitt 262, le premier jet réellement utilisable et utilisé de l'histoire. Messerschmitt 262, dont un exemplaire vole en Europe actuellement, chez Messerschmitt d'ailleurs, au musée Willy Messerschmitt à côté de Munich. La vitesse là, face au vent, évidemment il y a du vent, alors ça aide. Mais la vitesse seule du Storch là actuellement doit être de l'ordre de 40 km/h à peu près. Et imaginez à bord de l'avion un observateur qui regarde par les vitres latérales inclinées du poste de pilotage et qui regarde au sol et qui peut ainsi pratiquement faire de l'observation comme on la ferait aujourd'hui en hélicoptère. Là-haut dans le ciel, donc, le trimoteur Ju-52 et le Messerschmitt 108. Le 108 nous intéresse parce que ce petit monomoteur a très exactement, en matière de structure et d'architecture, il a des caractéristiques du chasseur allemand le plus répandu qui pouvait être construit très rapidement et qui pouvait également être réparé très facilement. Cela dit, ces avions avaient quelques défauts et parmi leurs défauts, il y avait le fait à cause du besoin de performance en matière en particulier de vitesse, et les rendait délicats par vent de traverse, qui est d'ailleurs la configuration d'aujourd'hui où le vent est à 45 degrés de l'axe de la piste. Les Messerschmitt étaient des avions toujours élégants, des avions qui étaient une fois en l'air, encore une fois, un régal à piloter, mais qui par contre, à l'atterrissage, au décollage, pouvaient devenir terriblement piégeux.
Christophe Bailly est dans le Messerschmitt 108 au-dessus de nous. Et le Junker 52 est piloté par un équipage de deux hommes, de Jean-François Lebat et Gilles Carter. Les pilotes allemands de la Deuxième Guerre mondiale étaient pour la plupart de très jeunes gens qui avaient utilisé les facilités procurées par le régime nazi pour favoriser l'accession des jeunes au métier des armes. Et donc en Allemagne, à partir de 1934, on va dire, les clubs de vol à voile pullulaient littéralement et on pouvait apprendre à piloter les affaires, enfin de l'arrivée aux affaires du régime nazi. L'aviation était devenue véritablement une affaire d'État. La formation des pilotes était une priorité dans les yeux du commandement allemand, puisque le commandement à la fois politique et militant 1939 avait bien souvent présenté des caractéristiques techniques de vitesse, de manœuvrabilité, de solidité, de facilité de mise en œuvre. Ces avions étaient devenus des critères mondiaux. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'après la guerre, nombre de constructeurs aéronautiques alliés, américains en tête, mais aussi les Britanniques et les Français, et les Russes bien sûr, s'étaient précipités sur les travaux aéronautiques. Il est où le You? Là, à droite, légèrement sur la droite, escorté d'un Messerschmitt. Il arrive sur l'axe. Donc ce trimoteur, l'apparence un petit peu rustique comme ça, on a l'impression qu'ils avaient perdu les compas le jour où chez Junkers ils ont dessiné l'avion, mais qu'ils avaient plein d'équerres pour faire des angles droits ou aigus. C'est parti. La porte est ouverte, vous la voyez, la porte juste derrière l'aile. Et ça va sortir en rap, ou presque. Voilà, c'est parti. Un premier chuteur, parachute ouvert. Un deuxième, parachute ouvert. Un troisième, parachute en ouverture. Je sais pas où est le chien, hein, mais on va le trouver. Cinq shooters ont sauté. De liaison. Et ainsi est symbolisé, avec tout le respect qu'on leur doit, le rôle des aviateurs de la Luftwaffe pendant la dernière guerre. De même que les aviateurs allemands de la Première Guerre mondiale, les monoplans, des avions où la structure, toute la partie travaillante de la structure serait à l'intérieur de l'avion. Et donc il avait inventé le concept de l'aile anti-levair que tous les avions d'aujourd'hui pratiquement ont adopté. Quand vous prenez un Airbus, un Boeing, un Embraer, n'importe quoi, un Rafale, et bien vous avez une aile dont la structure travaillante est interne. Et le premier avion à structure travaillante véritablement utilisable, le voici, le Junker F-13. Cette réplique a été construite et exploitée en Suisse grâce au sponsoring, comme on dit aujourd'hui, d'un célèbre fabricant de valises métalliques qui reprennent dans leur apparence la tôle ondulée utilisée sur les Junkers. Pourquoi la tôle ondulée? Parce que la tôle d'aluminium ondulée permet de
rigidifier la structure, d'apporter, c'était un avion de transport avec une cabine pour 4 passagers, derrière un cockpit ouvert, car vous voyez, le poste de pilotage, il est décapotable, car les aviateurs de l'époque voulaient sentir le vent sur leur museau. Et cet avion a permis de relancer dans l'après-guerre, alors que le traité de Versailles avait été signé, et il avait sauté dans les derniers mètres et il s'était pété une jambe en tombant par terre. Mais avant 1914, déjà 50 000 personnes avaient acheté un ticket voyager par le ciel à bord des dirigeables de la DELAG. Après la guerre, sur les bases de la DELAG fut créée la Lufthansa avec justement des Junkers F-13 comme celui qui est en position arrière par rapport pour le commerce imposé par le traité de Versailles. Les Allemands avaient beaucoup avaient développé littéralement le vol à voile, et ce faisant, ils avaient acquis des principes proches de la maniaquerie en faisant systématiquement des avions à la fois extrêmement légers et extrêmement solides. Dans le ciel, avec le grondement de ces 3 moteurs, le magnifique, somptueux, équivalent européen finalement du DC-3 qu'on verra tout à l'heure, le Ju-52. Écoutez le son de ce truc. Le Ju-52, quand on le pilote, c'est un peu... on manipule des barres à bras, hein, c'est pas vraiment... c'est pas un Airbus 320 avec un mini-manche volant. Et puis on est assis, perché plutôt sur un siège... oh qu'il est beau le Ju, le monomoteur, le Junkers F-13. Somptueuse réplique. Somptueuse. Vous voyez le pilote, enfin l'équipage, puisqu'il y a 2 sièges côte à côte devant, l'équipage est véritablement tête à l'air. Il n'y a pas le poste de pilotage n'est pas vitré, mais la cabine passagère avec 4 places qui se font face, oui, elle est vitrée. Et donc vous voyez la structure de l'avion en tôle ondulée. Le Ju-52 continue donc d'évoluer dans le ciel. Il est piloté par qui, le Ju-52? Un des plus grands acrobates du ciel du monde. Il s'appelait Gerhard Fieseler et il avait une petite société de fabrication d'avions, et faisant suite à la publication d'un programme de la Luftwaffe pour un avion d'observation capable de poser et décoller sur des distances absolument ridicules et de voler très lentement pour pouvoir faire de l'observation pour l'artillerie par exemple, et bien ils avaient pondu ce miracle dans les avions, disons légers, puisque monomoteur, avec une surface et un braquage tel que l'avion peut être ralenti à la vitesse d'un... aujourd'hui, avant on appelait ça une mobilette. Aujourd'hui, vous ne savez pas ce que c'est. Aujourd'hui, on appelle ça un vélo électrique. Hein? Donc, vous prenez le vélo électrique rapide que vous connaissez et puis vous allez à la même vitesse qu'un Storch. À l'atterrissage, donc, il est posé avec tout le débattement et l'amortissement de son train à gommer les booms. Le Fieseler Storch est en approche. C'est pas beau ça? Le Ju-52 qui a également, malgré son apparence encore une fois un peu cubiste, un peu art déco, le Ju-52 est quand même un avion avec un raffinement aérodynamique extraordinaire.